Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e conférence de The European Mobility Expo 2020, nécessairement en distanciel, en digital, vu les circonstances. Une grosse problématique pour cet atelier sur la sûreté dans le transport public, avec un intitulé « Les attentes des voyageurs, des autorités organisatrices et des salariés ». Donc nous allons examiner un certain nombre de sujets avec nos trois participants. Christophe Merlin, qui est directeur de sûreté du groupe SNCF et qui pour l'instant est uniquement en audio. Bonjour Monsieur Merlin de nous avoir rejoints. Bonjour. Isabelle Galli, qui est conseillère sûreté à la DGITM. Madame Galli, vous êtes là en chair et en os et en audio. Merci d'être avec nous pour ces questions de sûreté. Et puis dans quelques instants, il est en route, en tout cas il se dirige vers son bureau, Henri Ponce, qui est vice-président transport mobilité durable de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors, on ne va pas réussir à examiner toutes les problématiques parce que les problématiques de sûreté sont extrêmement diverses et nombreuses, mais on va essayer d'en aborder l'essentiel. Et je voudrais commencer avec vous, Christophe Merlin, sur les enseignements qu'il y a à tirer de cette année 2020 qui est très particulière et qui, vous me disiez il y a 2 jours au téléphone, qui a vu un certain nombre de phénomènes se multiplier, voire d'autres apparaître. Est-ce que vous pourriez, en guise d'introduction à cette conférence, nous dire ce que vous avez pu constater à la tête de la sûreté du groupe SNCF, mais je crois aussi que vos collègues de la RATP et des réseaux de province connaissent des évolutions similaires? Oui, merci Monsieur Dansard. Effectivement, une année 2020 bien atypique parce qu'elle suit déjà une année 2019 avec des phénomènes de délinquance particuliers, avec une contestation sociale qui nous a beaucoup préoccupés, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes ou la grève relative à la réforme des retraites en décembre 2019. 2020, alors elle est d'autant plus atypique que la cinétique lente de la crise sanitaire nous a propulsé dans 2 types de phénomènes. Tout d'abord, des phénomènes de délinquance qui se sont retrouvés de manière assez orphelin sur la voie publique, sur l'espace public traditionnel, là où ils avaient, je serais tenté de dire, leur zone de chalandise, là où ils avaient leur économie, et bien tout à coup se sont retrouvés privés soit de leurs clients, soit de leurs matières premières, soit éventuellement de leurs cibles. Je pense notamment aux touristes qui forment une cible privilégiée pour notamment les pickpockets, les vols à l'arraché. Donc le marché devant continuer, le business devant continuer, on a eu un phénomène de report. C'est le premier axe sur lequel on a pu mesurer une grosse évolution. Et là encore, en parallélisme des formes, la SNCF avait été un peu privilégiée, les transports, notamment souterrains, avaient été un peu privilégiés. En décembre 2019, quand il y a eu les grandes grèves parce qu'on ne fonctionnait pas, et il y avait eu un report dans l'autre sens des phénomènes de délinquance sur la surface. Et bien là, nous avons pris le retour, je dirais pas l'arroseur arrosé, mais en tout cas, c'était notre tour d'être l'endroit où l'économie existait, avec des flux moins nombreux, mais des flux quand même de personnes. Et donc, pour tout un tas de familles de délinquants, d'appropriation notamment, ou de vente de produits illicites, nous étions les seuls à pouvoir offrir un marché. Nous avons aussi constaté un autre phénomène qui est celui de la récupération de nos espaces, là où dans l'espace public, sur la voie publique, un certain nombre de choses n'étaient plus permises parce qu'il y avait des couvre-feux, parce qu'il y avait des interdictions de circulation du fait des confinements. Certaines formes de délinquance se sont produites dans nos espaces de gare qui, eux, avaient encore des espaces de liberté de circulation, même restreintes, d'aller et venir. Et donc, nous avons vécu des phénomènes de bandes, de violence entre bandes qui habituellement s'expriment sur la voie publique, qui se sont exprimées dans nos gares, avec des rivalités de territoire à travers nos gares, espaces publics interposés finalement entre différentes cibles.
Et puis surtout le gros morceau de l'année 2020, ce qui va être émergent pour nous en termes de formes de délinquance particulières, puisque connoté sur des textes particuliers que sont les ordonnances sanitaires, ce sont des formes de délinquance en lien avec justement les obligations qui sont entrées maintenant dans nos pratiques individuelles et collectives de la préservation, alors soit de nos espaces proches par la distanciation sociale, soit du port du masque. Alors, qui sont soit des infractions commises par les personnes qui ne veulent pas respecter ces règles sanitaires, soit des violences exercées parce qu'il y a des règles sanitaires. Je pense notamment à toute la prédation et les vols par ruse qui se sont transformés en vols avec violence, puisque tout le monde aujourd'hui fait attention à son espace proche de distanciation. Et puis, il y a toutes les violences liées au port du masque et au non-respect du port du masque, des violences plutôt contre nos personnels, qui ont été nombreuses. Hein, c'est pratiquement 5 à 7 par jour sur le territoire national, voire un peu plus parfois, où on a des personnes qui refusent d'entrer dans cette logique de protection individuelle et collective, et qui donc n'hésite pas non plus à le faire savoir par la force. Voilà en gros les atypicités de l'année 2020, et nous espérons que finalement on va pouvoir rétablir un certain nombre d'équilibres entre l'espace public de la voie publique et nos espaces de gare ou de train après ces phénomènes conjoncturels liés à la crise sanitaire. Merci beaucoup pour ce panorama d'entrée. Est-ce que ça vous a obligé à revoir un certain nombre de vos organisations, de vos pratiques? Comment avez-vous adapté vos méthodes à l'émergence de ces nouvelles formes de délinquance, de contestation d'un certain nombre de directives? Alors, il y a eu 2 adaptations majeures. La première, c'est l'occupation des espaces que nous avons partagés avec notamment les forces de sécurité intérieure lorsqu'il a fallu faire des contrôles aux entrées des attestations autorisant les déplacements. Et puis, nous avons aussi adapté avec des nouvelles composantes des forces de sécurité intérieure, et je pense notamment à un travail plus intense avec les services des douanes, par exemple, pour contrer notamment les transferts de matières premières d'un certain nombre de trafics, qu'ils soient stupéfiants, médicaments, armes ou autres, qui avaient beaucoup plus de mal à circuler en interrégion parce que les transits interrégions ou internationaux étaient interdits, étaient sous haute surveillance. Il y a donc eu des contournements et des nouvelles méthodes pour essayer de faire entrer des matières premières de trafic illicite. Et puis, ça a été un travail interne sur la pratique professionnelle des agents, des 3000 agents de la SUGE, confrontés à des obligations de faire respecter l'ordonnance sanitaire, notamment les ports de masque, que ça soit d'ailleurs par la contrainte avec les injonctions de sortir des emprises ou les interpellations avec monotage, où tous nos gestes professionnels ont été revus depuis la verbalisation jusqu'à l'interpellation pour intégrer la composante sanitaire. Merci beaucoup, Christophe Merlin. Alors, cette table ronde a pour ambition d'embrasser un ensemble de problématiques. Hein. Ce n'est pas simplement pour traiter de l'année 2020, mais je pense qu'il était utile de commencer par ce point d'actualité d'une certaine façon. Henri Ponce, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes vice-président transport et mobilité durable de la métropole Aix-Marseille-Provence. Je rappelle aussi, en passant à ceux qui nous regardent et nous écoutent, qui peuvent poser des questions, et j'essaierai dans la mesure du possible et du temps qui nous est imparti de vous les retransmettre en direct. Henri Ponce, quelles sont vos priorités, vous, en termes de sûreté dans votre métropole? Est-ce que les problématiques que vient d'évoquer Christophe Merlin en recoupent d'autres? Comment vous faites pour essayer d'assurer une confiance maximale pour vos voyageurs, c'est-à-dire des voyages en toute sécurité dans vos espaces de transport?
Bien, d'abord, bonjour à tout le monde. Je voulais m'excuser pour mon retard et je voulais aussi m'excuser que la personne qui m'avait demandé de joindre, je suis un peu suroccupé à ce moment, j'en suis désolé. Donc, je vais essayer de vous répondre du mieux que je le peux. Nous, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et je vais parler de ce que je connais le mieux actuellement, moi, je pars d'un principe qui est assez basique, parce que j'aime bien les choses basiques, ça permet que ce soit compris déjà par tout le monde. Moi, je pense que déjà, la première problématique, il faut que les transports en commun soient propres. Voilà. Alors, ça a l'air un peu désuet de dire ça, mais moi, j'ai toujours en mémoire, un maire de New York, je ne ferai pas de propos sur ses points de vue politiques, simplement sur un résultat qui s'appelait M. Giuliani, qui avait récupéré la ville de New York dans un état catastrophique au niveau des transports en commun. Et le premier point sur lequel il s'était attelé, je me rappelle parce que j'étais assez jeune à l'époque, c'était avoir un métro propre. Voilà. Je pense que quand les gens se sentent dans une zone, je dirais, je qualifierais de saine, je pense qu'à ce moment-là, je pense que déjà, on peut réduire pas mal cette problématique-là. Moi, je m'attelle à ce que l'on ait des transports collectifs propres sur la zone métropolitaine. Et après, je pense que chacun se référence. J'ai bien écouté ce qu'a dit monsieur de la SNCF. Moi, je pense qu'on ne peut pas comparer toutes les zones. On ne peut pas avoir les mêmes problèmes de sécurité dans les transports s'il en est dans le centre de la France, si on est à Marseille, si on est à Paris, à Brest, à Lille. Il y a déjà des états d'esprit qui sont différents sur notre territoire. Mais je pense qu'il faut avoir une base déjà au départ saine. Moi, personnellement, on a, nous, plusieurs prestataires. C'est-à-dire qu'on est une zone où il y a deux régies métropolitaines. Une régie que je qualifierais d'interurbaine, même si c'est une zone administrative unique, qui est la RDT 13, dont je suis le président, et une métropole, une régie urbaine qui est la RTM, la régie de transport marseillais, la RTM. Et donc, ces deux régies-là n'ont pas les mêmes problèmes, et à l'identique, n'ont pas les mêmes problèmes que nos autres prestataires de services privés, puisque nous ne sommes pas du tout dans les mêmes zones. Nous avons des zones très urbanisées, nous, sur la métropole Marseille-Provence, l'axe Marseille-Aix, et nous avons une zone très, très rurale, là où j'habite moi en ce moment, qui est la zone, dès que l'on sort de cette zone de Marseille. Moi, je pense qu'il faut déjà s'atteler à. Alors, le premier point, avoir des transports propres, et le deuxième point, avoir des transports sécurisés. Pour cela, il faut donner des moyens aux entreprises de transport d'arriver à avoir, de pouvoir permettre aux voyageurs de voyager dans des conditions de sécurité. Quand je m'étais occupé déjà sur la métropole de mettre en place un buzzer sur les cars routiers qui reliait ce buzzer à tous les services de police ou gendarmerie en fonction de la zone gendarmerie-police dans laquelle on était. Après, je me suis occupé aussi de recruter des vérificateurs, parce que pour le moment, on a ça. Et nous, la particularité que l'on a sur la zone AMP, Aix-Marseille-Provence, c'est que l'on n'a pas de police des transports. Alors, police au sens véritable police, moi, je pense que moi, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est vraiment le système qui va nous permettre d'avoir quand même, je crois en la présence des forces de l'ordre dans les transports. Après, la problématique suivante, elle est plutôt très, très compliquée. Je vais revenir sur un exemple. Et je pense que surtout, ce qu'il faut que l'on ait, c'est qu'on ait une réponse pénale quand les gens font des exactions dans les transports. Là, je m'en suis entretenu avec le préfet de police que nous avions récemment, là, qui a muté avec une autre personne. Effectivement, on a une réponse pénale qui est faible, nous, dans les transports, dans le coin. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais nous, c'est un de nos gros problèmes. Nous, on a des problèmes sur les gares routières, la gare routière de Marseille, la gare routière d'Aix. Après, on a de temps en temps des délinquances assez diffuses sur les transports différents. Mais nous, on est arrivé à trouver un système. Alors, je ne sais pas si ça se fait dans d'autres régions, parce que je démarre juste au niveau national. Nous, par exemple, nous allons signer une convention avec la gendarmerie nationale qui va nous mettre à disposition des réservistes. Alors, je sais parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer le général Floch, qui est le responsable des brigades de gendarmerie de toutes les Bouches-du-Rhône. Et le principe est très simple, c'est qu'il y a une patrouille de 4 gendarmes, 3 gendarmes réservistes, un gendarme qui officie à temps plein, donc c'est le véritable métier. Ces réservistes sont formés et ces réservistes interviennent. Il y a 2 voitures par jour qui circulent sur le réseau AMB. Et ces gendarmes interviennent, font des interpellations dans les gares routières et travaillent évidemment dans la zone gendarmerie et permettent justement d'avoir ce qu'a dit monsieur,
peu d'intercepter des gens qui passent par à travers les frontières et qui amènent soit des matières illicites, soit des problématiques différentes sur le transport en commun. Je pense que c'est déjà un premier pont à tisser avec les forces de l'ordre. Et puis après, il y a les zones de police sur Marseille. Là, c'est beaucoup plus compliqué puisque là, il y a interpénétration entre plusieurs modes de transport lourd qui est le train avec la police ferroviaire, avec le car, les lignes de car rentrent à Marseille, rentrent et sortent à Marseille. Et puis on a également les problèmes de tramway, les cars les plus classiques. Voilà, donc la complexité actuellement que nous avons nous sur notre zone, c'est surtout la complexité que nous avons des dissymétries profondes entre certains endroits métropolitains qui sont quasiment des zones rurales et des zones très très urbaines. Donc l'objectif c'est propreté, sécurité. Merci Monsieur Ponce. Je reviens sur dans la foulée de votre recommandation d'espace propre qui alimente un climat de confiance pour vos voyageurs, de sécurité. Est-ce que vous considérez que la fraude et les incivilités sont aussi de nature à affecter la tranquillité de vos voyageurs? Quelle est votre position sur ces deux questions? Avant même, parce que d'un côté la propreté, qui est contexte, et de l'autre côté la répression des actes de délinquance violents, mais au milieu il y a toute cette zone fraude, incivilité. Comment vous la considérez? Moi, très sincèrement, je pense que ça fait partie des gros problèmes que l'on rencontre nous sur la zone, pour être très sur la zone de Marseille, même si la RTM lutte au quotidien contre cette fraude. À titre indicatif, la RTM, j'ai à peu près les chiffres en tête, subit l'équivalent de 15 millions d'euros de fraude par an. Moi, j'estime que tout le monde doit payer les transports en commun. Donc, je pense qu'il faut trouver des solutions. Enfin, moi, je pense toujours, par exemple, quand on prend le métro marseillais, alors c'est un peu amusant quand on n'habite pas Marseille parce qu'on n'a que 2 lignes de métro sur Marseille, mais qui transportent quand même plus de 80 millions de passagers par an. Moi, j'estime qu'à ce moment-là, il faut réfléchir au système de franchissement pour avoir accès au réseau. Évidemment, le problème, c'est que ça c'est ce qui concerne le métro. Après, sur la SNCF, là, je pense que c'est la responsabilité de la SNCF de faire ça. Mais je pense également que dans les gares, il faudrait trouver, pareil, un système avec les forces de l'ordre pour qu'elles patrouillent dans les gares. C'est pris le cas, par exemple, sur la gare Saint-Charles, où l'on a mis en place avec la mairie de Marseille, la précédente et l'actuelle. Nous avons un poste de police municipale qui est en dessous, un poste de police nationale aussi qui est pareil, situé dans le périmètre de la gare Saint-Charles. Mais également, je pense qu'il faut également qu'au niveau des transports de voyageurs car il faut que les vérificateurs, on donne les moyens aux vérificateurs, justement, d'avoir ce contrôle-là. Il faut être flexible. Moi, je vais parler par mon expérience personnelle, si vous me permettez. Je suis désolé, c'est pas qu'elle est intéressante. Nous, par exemple, sur la RDT, où on transporte quand même la plus grosse navette de France entre Aix et Marseille, nous avons absolument fraude zéro. Parce que les vérificateurs, alors c'est vrai que le boulot n'est pas sympa, c'est vrai que les chauffeurs ont des heurts, comme a dit monsieur, parce que ça fait partie d'une certaine forme de violence, ont des heurts avec le public, mais on a les gens, tout le monde paie sur nous. Je pense que c'est le B.A.-ba, propreté et paiement des transports, ça va être le B.A.-ba pour avoir des transports sécurisés, surtout qu'il y ait une équité entre tout le monde. Merci Monsieur Ponce. Isabelle Galu, la sûreté est affaire des autorités organisatrices, affaire des opérateurs comme la SNCF, mais c'est aussi un sujet très régalien. Donc l'État a une grosse responsabilité dans l'organisation et dans la réglementation. Est-ce que vous pourriez nous dire succinctement quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement pour répondre à l'ensemble de ces défis de sécurisation des espaces et des moyens de transport? Bonjour à tous, merci d'avoir inscrit, merci aux organisateurs d'avoir inscrit cette problématique de la sûreté dans les transports, dont les deux intervenants précédents ont déjà dressé un panorama. Nous avons, nous, en tant que service de l'État, et plus particulièrement donc au ministère des Transports, deux types d'actions, dont celle que vous venez de citer, l'action de type juridique.
juridique, nous avons eu la loi dite Savary en mars 2016, que tout le monde a en tête et sur laquelle je ne reviendrai donc pas, qui a notablement renforcé le cadre juridique applicable aux questions de sécurité dans les transports. Nous parlons, nous, plus particulièrement de sûreté. Donc la loi qui avait pour objet de lutter contre les incivilités, la délinquance et le risque terroriste. En l'occurrence, nous avons complété les dispositions de cette loi au vu de ce que nous savions des demandes des exploitants et des autorités organisatrices dans la LOM qui a été publiée en décembre 2019. Nous avons inséré donc des mesures qui sont venues compléter les dispositions de la loi Savary en inscrivant par exemple une disposition qui permet la descente à la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui permet à une personne seule, c'en est le principe, de demander à descendre entre deux arrêts, notamment la nuit, lorsque la personne ne se sent pas en sécurité. Nous avons prévu dans cette loi l'extension de l'usage des caméras piétons. Donc la loi Savary l'avait prévu pour les personnels SUGE de la SNCF et GPSR de la RATP. Nous avons prévu l'extension au personnel contrôleur, vérificateur de titres sous forme d'une expérimentation. Nous avons également ouvert la possibilité aux exploitants de recourir à des équipes cynotechniques par rapport à la détection d'éventuels explosifs dans les colis abandonnés, parce qu'on sait que ce sont des sources de perturbations extrêmement fortes. Et voilà donc quelques exemples. Un rapport doit être fait également sur la sûreté des bagages dans les gares, un rapport qui est attendu de la part de l'État et qui est en cours de réalisation, qui doit être remis au Parlement. Donc on a complété avec cette loi d'orientation des mobilités avec les dispositions que je viens d'évoquer, et nous sommes en train de compléter encore dans le cadre de la proposition de loi dite sécurité globale, initiative des parlementaires Fauvergue et Toureau, qu'on connaît bien sous ce nom. Et en l'occurrence, là, nous venons donc de présenter à l'Assemblée nationale des dispositions, il n'en existait pas à l'origine dans cette PPL, des dispositions liées à la sécurité dans les transports. À ce titre, nous venons par exemple de pérenniser, ça a été adopté par l'Assemblée nationale, donc maintenant il faut que ça passe au Sénat. Hein. Nous venons de pérenniser l'usage de ces caméras piétons pour les personnels SUGE et GPSR. Donc l'expérimentation a été concluante, nous pérennisons le dispositif. Nous avons également introduit une extension des enquêtes administratives. Vous savez qu'elle avait été introduite dans la loi Savary. Elle était destinée au personnel des exploitants et là, c'est élargi aux gestionnaires d'infrastructures. Ça répondait à une de leurs demandes. Nous avons également donc proposé, ça a été retenu, de permettre le déport des images vidéo des opérateurs vers les forces de sécurité en temps réel, ce qui était fait, mais qui n'était pas fait dans un cadre légal jusqu'à maintenant. Nous avons d'autres propositions qui concernent plus particulièrement la présence des opérateurs dans le centre de coordination opérationnelle de sécurité qui va être mis en place donc, à la préfecture de police de Paris. Et nous avons introduit l'interdiction de paraître dans une autre loi qui est en cours de débat. C'est un projet de loi, cette fois-ci sur le parquet européen et la justice pénale spécialisée. Nous n'avions pas pu l'introduire dans la LOM, ça avait été rejeté à l'époque par le Conseil constitutionnel et nous l'avons réintroduite là. Donc l'interdiction de paraître justement au titre des mesures pénales qui sont demandées par les opérateurs et les autorités organisatrices. Alors, sur la loi sécurité globale, nous déplorons deux rejets d'amendements que nous avions présentés. Un amendement qui créait une infraction pour le transport surfing, donc les gens qui passent au-dessus des rames ou qui s'accrochent. Donc, ça n'a pas été retenu par l'Assemblée. Et une autre qui nous tient évidemment à cœur et qui participe de la lutte contre la fraude, une mesure qui avait été prévue par la loi Savary,
donc sur la fiabilisation des données des contrevenants. Et donc, quand nous avons rencontré le Conseil d'État pour lui présenter notre projet de décret, il nous a dit qu'il fallait revoir la loi. C'est ce que nous voulions faire. Et donc, hier, nous discutions avec le cabinet du ministère de l'Intérieur et nous sommes convenus de présenter à nouveau ces amendements au Sénat en mars prochain. Donc, voilà pour l'actualité juridique. Merci pour la description très précise de cet arsenal législatif et réglementaire, ce qui veut dire que l'échec du système VAX tel qu'il avait été prévu par la loi Savary et pour son application, vous envisagez donc de le contourner au travers d'une disposition dans la loi Fauvergue, c'est ça? Alors, ça n'est pas contourné, c'est clarifié. Le Conseil d'État, donc VAX, avait été mis en place par l'UTP en lien avec les opérateurs et le décret visait à désigner VAX comme étant chargé de cette mission de fiabilisation. Enfin, en tout cas, comme personne intermédiaire qui était en charge de la plateforme. Très concrètement, pour aller chercher des informations dans différents fichiers. C'est ça, c'est-à-dire que les demandeurs, les opérateurs qui voulaient demander aux administrations telles que le texte le prévoyait, devaient passer par une personne tierce. C'était appelé dans la loi la personne morale unique commune aux exploitants. Bon, sans plus de précision. Donc, l'UTP avait créé la société VAX avec les opérateurs. Et donc, le projet de décret que nous avons soumis d'État l'année dernière a été rejeté par celui-ci au motif qu'un décret ne pouvait pas désigner VAX sans avoir effectué une mise en concurrence. Bien, première chose. Deuxièmement, VAX reposait sur un recours à un prestataire. Le Conseil d'État nous a objecté que la loi ne permettait pas, compte tenu du fait que nous sommes sur des données à caractère personnel, de faire intervenir des prestataires. Donc, le projet d'amendement que le gouvernement a présenté vise à, premièrement, prévoir cette disposition de recours à un prestataire, car quel que soit l'intervenant, il a besoin d'un recours à un prestataire, moyennant le fait qu'il sera évidemment encadré. Et a priori, ce que nous souhaitons, nous, c'est inscrire que cette personne morale serait un établissement public. D'accord, donc avec une probabilité que cet article soit retenu dans les discussions parlementaires. Écoutez, je ne fais aucun pronostic puisque l'Assemblée nationale a rejeté cet amendement pour des raisons qui ne nous sont pas claires, ni côté transport ni côté intérieur. C'est un article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, nous allons tenter à nouveau le passage de cet amendement au Sénat lors du mois de mars en principe. Une question sur ce sujet avant de demander à Christophe Merlin son avis sur la question. Madame Galli, peut-on en savoir plus sur les problématiques de fiabilité des données lors de contraventions dues à la fraude? C'est une question de l'un ou de l'une de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Alors, la fraude, c'est un sujet extrêmement délicat. Pour savoir exactement les choses, j'en ai fait l'expérience et Christophe Merlin pourra le confirmer. On a une difficulté à bien connaître les problèmes. Ce que nous disent les opérateurs, c'est que, parce que la fraude, c'est une double difficulté, c'est que l'agent de l'exploitant peut recueillir et relever les informations qui lui sont délivrées par le contrevenant. Ces informations, elles portent sur sa civilité, donc son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse. Alors, ce que nous disent les exploitants, c'est que très souvent, les contrevenants donnent une mauvaise adresse. C'est-à-dire que dans de très nombreux cas, on va dire que c'est entre 40 et 50% des cas, l'exploitant qui a adressé un PV et qui adresse un courrier au contrevenant voit revenir le courrier n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc, l'hypothèse que le contrevenant a donné soit
une adresse fausse, soit une ancienne adresse, parce que nous déménageons quand même de plus en plus souvent, et donc a fondé cette idée dans la loi Savary qu'en demandant à avoir des informations auprès des administrations qui ont des fichiers assez importants, on pourrait contribuer à fiabiliser une partie de ces données. Mais une partie, ça n'est pas ça qui permettra de… Bon. Donc là, l'enjeu, c'est foncièrement de donner un signal aux contrevenants que pour un certain nombre d'entre eux, on va pouvoir les retrouver et leur adresser un courrier à la bonne adresse. Mais je vais laisser Christophe Merlin expliciter ça, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on est parti. Merci beaucoup, c'est très clair. Christophe Merlin, je voudrais votre avis sur cette question, avec une question aussi qui peut nourrir le débat, qui vous est posée par un ou une de ceux ou celles qui nous regardent. Quelle est la corrélation entre la fraude et les incivilités dans les transports? Est-ce que vous avez des éléments statistiques sur cette question? Christophe Merlin? Alors, sur le sujet de la lutte contre la fraude et de l'impérieuse nécessité d'avoir une identité consolidée, aujourd'hui, effectivement, on génère par cette absence de confirmation de l'adresse, on génère de la récidive, on génère de l'impunité qui, on le voit quand on verbalise, produit malheureusement la fraude, reproduit de la fraude. On a besoin de consolider les adresses, mais notre corpus juridique ne nous l'offre pas aujourd'hui. Et je repartirai d'ailleurs de la Constitution, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oblige à avoir une pièce d'identité, et quelle pièce d'identité quand on sait qu'aujourd'hui circulent beaucoup d'abord de pièces d'identité qui ne sont plus à jour. Regardons les uns et les autres autour de cette conférence la dernière adresse qui est sur notre carte d'identité, et je pense qu'on constatera tous qu'il y a bien longtemps qu'on aurait dû la changer. Donc aujourd'hui, on part de très très loin. Les contrevenants en jouent, ils le savent. Dans les pseudo-mutuelles de fraudeurs, ça s'échange comme tuyau, comme bon tuyau. Quand on ne donne pas l'adresse de quelqu'un d'autre, quand on n'usurpe pas une identité, eh bien on donne une fausse adresse, une ancienne adresse, une adresse qui n'existe pas, ou on inverse quelques lettres dans son nom, on en oublie. On transforme sa date de naissance. Bref, aujourd'hui, on est vraiment en vulnérabilité face à ce besoin de consolider les adresses. Donc, VAX pour nous était un outil utile, attendu. Alors, attendu parce qu'il vient ajouter un outil supplémentaire à tout ce qu'on déploie déjà et qui est très important dans les réseaux de transport, que ce soit urbain ou à la SNCF, dans les services de recouvrement, qui nous permet effectivement, encore une fois, d'aller chasser, entre guillemets, les mauvaises pratiques et de mettre fin à ces phénomènes en démontrant que tout le monde et la collectivité qui est là-haut, qui est la première concernée par le denier public qu'elle perd dans les recettes et qu'elle est obligée parfois de compenser, que tout le monde s'engage pour qu'il y ait une équité. Je dis pas une égalité, mais une équité dans le paiement du tarif du transport qui aujourd'hui coûte cher. Voilà. La corrélation fraude-délinquance, elle est bien complexe. Certains évoqueraient la théorie de New York, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des familles de délinquants qui empruntent les transports. Il y a des familles de délinquants qui, par opportunité, vont commettre des actes chez nous, de dégradation, de prédation, de vol d'équipement. Et puis, il y a vraiment cette délinquance qui, elle, vit dans le monde du transport parce qu'elle y trouve une opportunité d'expression du fait de la promiscuité, du fait de la foule, du fait qu'il y ait des valises qu'on oublie en termes d'attention, ou parce qu'on sait que on pourra s'adonner à la prédation sexuelle comme malheureusement on le vit de temps en temps. Donc, est-ce que tous les délinquants sont des fraudeurs? Moi, je dirais que c'est pas systématique, mais c'est quand même une grande majorité. Ça, c'est le constat que l'on peut faire quand on commence à interpeller quelqu'un pour un fait d'incivilité ou de délinquance. On constate de manière corollaire que assez souvent, il n'a pas de titre de transport. Merci beaucoup. Henri Ponce, je vous voyais acquiescer en écoutant Isabelle Galli et Christophe Merlin. Vous êtes convaincu aussi que la lutte contre la fraude est un élément important? Moi, je pars d'un principe tout simple, c'est que la lutte contre la fraude, c'est la lutte contre l'entrée dans les transports en commun.
Donc, à partir de là, c'est la porte d'entrée. Alors, je vais reprendre les propos de monsieur qui j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Bien sûr qu'il n'y a pas une corrélation à 100% entre le fraudeur et celui qui commet les exactions. Enfin, je pense, et c'est ma façon de réfléchir, que évidemment que la corrélation entre les deux me semble plutôt logique. Maintenant, j'ai été je remercie Madame Galli de ses propos parce que ça va m'obliger à me replonger dans des textes de loi que j'avais lus en diagonale parce que j'étais que modeste exploitant. Puis maintenant, je sens qu'il faut vraiment que je mette au niveau modeste. Je ne suis pas juriste de formation de tout cela, mais moi, je suis toujours assez surpris, très sincèrement. Hein. Je sais qu'on est en état de droit et pas en état de fait, mais je suis toujours énormément surpris par l'arsenal juridique que l'on est obligé de déployer dans ce pays. Enfin, merci d'acquiescer, madame, qu'on est obligé de déployer les énergies que l'on fait déployer à nos parlementaires, le Sénat, la Chambre des députés, pour arriver simplement à dire à quelqu'un, bon, écoute, donne-nous ta carte d'identité, on va chercher ton fichier, ça fait 4 fois que tu passes en sautant par-dessus les balustrades. J'avoue honnêtement, ça a un peu tendance, si je me laissais aller, à m'excéder fortement. Mais mon rôle n'est pas d'être excédé, mon rôle est plutôt de trouver des solutions, il me semble. Et donc, je voulais vous remercier pour tout ce temps, cette masse de travail, cette patience incroyable que vous avez en déployant cette énergie autour de ces textes de loi. J'avoue que je suis assez interloqué et ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Voilà. Merci, Monsieur Ponce, d'autant qu'avec la loi Savary, il n'a pas suffi qu'une loi soit votée. On s'est aperçu que son application posait problème et donc ça n'est toujours pas résolu. C'est le principal élément que vous nous avez transmis, Mme Galli. Je voudrais aborder une autre question fortement d'actualité, c'est les violences faites aux femmes dans les réseaux de transport. Alors, ça n'est pas spécifique au réseau de transport, mais c'est une problématique qui interroge l'ensemble de la société. Est-ce que vous avez, l'une et les deux autres, quelque chose à nous communiquer sur cette question-là? Retour d'expérience et moyens d'action pour Christophe Merlin. Peut-être, Madame Galli, c'est aussi une des prérogatives qui est donnée à la DGITM d'agir sur cette question. Monsieur Ponce, qui veut prendre la main sur cette question? Moi, je veux bien en prendre, si vous permettez, en introduction, parce que franchement, je n'ai pas de retour précis sur ce sujet-là. Par contre, ce que je peux dire à titre personnel, c'est que tout comme je trouve qu'il est, je pense que la violence, c'est la violence dans les transports en commun, ça se prend au pied à pied. Je pense qu'il ne faut pas laisser de place, laisser de place aux exactions. Moi, j'ai la chance, alors je vais faire un parallèle qui ne vaut que ce qu'il faut. J'ai la chance d'habiter dans une zone, je dirais, un peu protégée dans les Bouches-du-Rhône, parce que j'habite dans les Alpilles, mais on a toujours la délinquance n'est jamais très loin. Donc je pense qu'il ne faut jamais laisser de marge à la délinquance, quelle que soit la délinquance. Et quand on parle des violences faites aux femmes, je pense que, bon, déjà, ça ne se fait pas, ça me semble déjà le b.a.-ba, c'est des problèmes éducatifs, ça commence comme ça. Après, vous allez venir, je suis un peu de l'ancienne école, mais c'est vrai, c'est mon âge qui fait un petit peu ça. Mais également, je pense que il faut pas laisser place à ça, quoi. On n'a pas le droit, dans un pays comme le nôtre, voilà, où je m'excuse d'être un peu bavard, où quand même on était un peu réputé pour notre courtoisie et pour notre politesse. Je pense qu'on n'a pas le droit de laisser faire ce genre d'exaction-là dans les transports en commun. Je trouve ça, honnêtement, impensable. Voilà, je trouve ça, voilà. Madame Galli, pardonnez-moi de mes propos. Christophe Merlin, beaucoup de choses, vous essayez beaucoup de méthodes pour non pas résoudre ce problème, mais en tout cas accompagner les victimes, anticiper les situations. C'est un énorme chantier. Alors, c'est un énorme chantier, effectivement, parce que d'abord, on part de très loin dans la connaissance du niveau des phénomènes et leur intensité. On s'est pas posé la question du genre dans un certain nombre de collectes de données sur les phénomènes de délinquance, et autant si du côté des forces de l'ordre, la partie des fameuses statistiques de la délinquance était calibrée, majeur, mineur, homme-femme. Voilà, on cherchait effectivement à bien genrer les choses. Dans le monde du transport, c'était moins évident, et dans beaucoup de réseaux, ça ne fait que quelques années que l'on dissocie les phénomènes que subissent les hommes et les femmes.
déjà, on part de très très loin. Et ensuite, deuxième sujet, c'est qu'on ne le partage pas beaucoup entre nous. Et je pense que c'est quelque chose qui doit évoluer. En tout cas, nous, à la SNCF, on s'est engagé résolument dans ISIS auprès de l'Observatoire national de la délinquance dans les transports pour mieux connaître les phénomènes et mieux pouvoir lutter contre cela. Ils sont plus nombreux qu'on l'imagine parce qu'au-delà de capitaliser sur le genre, et on le sait, malheureusement, toute cette délinquance contre les personnes fait partie de cette délinquance que l'on avoue le moins. Il y a, malgré les phénomènes tels que MeToo qui ont libéré un peu la parole, il y a encore beaucoup de pression sociale, beaucoup de honte par rapport à son environnement. Ah, il y a eu une petite rupture de son avec Christophe Merlin. Je vais en profiter, si le son ne revient pas tout de suite, pour demander à Madame Galli de nous dire un peu ce qu'il est possible de faire. Ah, voilà, Christophe Merlin est revenu. On avait été coupé, donc reprenez votre propos. Je vous en prie. Je disais donc qu'aujourd'hui, les phénomènes de délinquance contre les personnes ne sont pas celles que l'on dénonce le plus, du fait de la pression sociale et de la honte qu'on peut avoir à le faire. Et donc, il faut partager plus et il faut aussi inciter plus à la parole. Donc, les travaux qu'on a menés, qu'on mène toujours à la SNCF, parce que ça ne doit jamais s'arrêter, tout d'abord, c'est un travail d'information et de formation. Information des victimes potentielles qu'il y a des risques, formation de nos personnels à l'accompagnement et à la sensibilité sur ces phénomènes, d'ailleurs internes ou externes. Et au-delà de ça, au-delà de travailler aussi sur les nudges, au-delà de travailler sur de la prévention situationnelle pour mieux intégrer le ressenti sécuritaire, on est d'abord et avant tout sur du ressenti sécuritaire, de travailler sur donc tous les aménagements des espaces pour qu'ils prêtent moins à la peur et qu'ils prêtent moins aux prédateurs dans ce domaine. On constate que ce phénomène, en fait, il augmente, mais en gros mécaniquement parce que nous incitons plus à faire parler. Et notre souhait aujourd'hui, c'est aussi de travailler sur l'environnement, donc l'accompagnement par des réseaux associatifs des victimes, bien sûr, mais aussi travailler sur les témoins, en obligeant les témoins à être des acteurs positifs et actifs du sujet pour nous aider dans les rames, dans les gares, lorsqu'il fait sombre, lorsque c'est tard le soir, de sécuriser les femmes. On va pleinement entrer dans la logique d'Angela, c'est-à-dire en gros des personnels référents avec la capacité d'aller pour une femme qui se sent en insécurité vers ses commerces notamment, en donnant ce mot de passe Angela comme étant voilà, le signe, l'information extérieure d'un malaise, d'un mal-être dans le domaine de la prédation sexuelle. J'irai un peu plus loin sur le phénomène. On a comparé à l'étranger. On a fait beaucoup de benchmarks sur les réseaux alors anglo-saxons, mais aussi en Asie, en Océanie et ailleurs. Et il est intéressant aussi de voir que les cultures doivent évoluer. On est très pudique, on est très hypocrite malgré tout en France sur le sujet. On n'ose pas trop en parler. On a peur de dire que ça peut arriver, alors qu'en réalité, si je reprends le phénomène à la base, les femmes sont majoritaires dans le transport. Voilà, elles empruntent le transport plus que des hommes. Alors que le monde du transport, un peu comme la ville, a été fait sur des conceptions plutôt masculines. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment une impérieuse nécessité de réadapter cet environnement à la vulnérabilité des femmes. Très, très bien. Merci beaucoup, Christophe Merlin. Isabelle Galli, vous avez entendu en réponse, c'est Christophe Merlin. Que peut faire l'État sinon faire de la pédagogie, recommander un certain nombre d'actions? Que peut faire l'État sur cette question? Alors, tout d'abord, je voudrais dire à Monsieur Ponce, qui tout à l'heure disait, je m'excuse en disant on n'a pas le droit de laisser faire. Non, non, mais je vous approuve. Il faut surtout que les exploitants de transport, avec l'appui de leurs autorités organisatrices, fassent passer des messages de ce type qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et ça, pour en avoir discuté avec une femme médecin qui travaille sur ces sujets, elle dit, vous savez, alors si on parle des prédateurs sexuels par exemple, ils choisissent leurs cibles, etc. Et donc, il est extrêmement important qu'on leur rappelle que c'est interdit et que
ils seront sanctionnés. Voilà. Bon. Donc, vous avez parfaitement raison de dire qu'on n'a pas le droit de laisser faire. Je vous approuve 100%. Et je pense que, Christophe Merlin évoquait tout de suite le fait qu'on était pudique ou hypocrite, enfin au choix, hein, selon les cas. Les deux. Les deux, mon général. Je pense qu'il y a effectivement une vraie problématique et on s'est aperçu, on a travaillé avec des étudiants de l'école des ponts sur le phénomène MeToo et sur ce qu'ils disaient de cette problématique dans les transports. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une prise de conscience dans les nouvelles générations chez les jeunes hommes de ce que pouvaient effectivement ressentir leurs compagnes, leurs amis qui sont bien dérangés, pour ne pas dire plus, parce que c'est dérangé, importuné, harcelé, bref, dans les transports. Alors, Christophe Merlin disait tout à l'heure, effectivement, c'est un gros problème parce que les femmes sont majoritaires dans les transports et du coup, elles ont un sentiment. On a fait une étude il y a plusieurs années au ministère, parce que ministère, on est là pour faire différentes choses, dont l'écriture de texte, mais je pense qu'on est là aussi pour essayer de produire de la connaissance qui va être partagée avec les opérateurs et avec les autorités organisatrices. On avait donc fait une étude sur cette question des violences faites aux femmes et on voit que les femmes, elles intègrent ça. Qu'elles risquent d'être, qu'elles sont susceptibles d'être importunées, pour ne pas dire plus, selon les cas. Et donc, elles ont des comportements d'évitement qui vont de l'adaptation de la tenue, par exemple. On ne va pas mettre de jupe, on va mettre un pantalon pour pouvoir se sauver, et donc on ne mettra pas de talons, on mettra des chaussures plates pour pouvoir s'enfuir plus rapidement. Voilà. Ou alors, on va se faire accompagner dans les transports, ou alors on ne va pas prendre les transports. Donc, c'est un véritable enjeu de comprendre que les femmes ont ce sentiment d'insécurité, et donc l'étude avait bien montré, ces problématiques-là, et donc nous, ça nous a incité, après en avoir discuté avec les représentants qu'on associe toujours, hein, des opérateurs et des autorités organisatrices, à initier le dispositif de descente à la demande qui existe depuis longtemps, notamment au Québec. Nos amis québécois, ils font plein de choses. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant, ils parlent de sentiment de sécurité chez eux. Ils observent le sentiment de sécurité dans les transports. Nous, on parle d'insécurité et ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre. Autrement dit, on a regardé ce qui se passait ailleurs et on a initié donc cette démarche qui préconise donc, c'est une préconisation, donc chaque autorité organisatrice, chaque exploitant prend ou ne prend pas, de descente à la demande. On a produit un guide méthodologique qui est accompagné par un support vidéo. Je l'ai d'ailleurs proposé, il est en ligne sur le site du ministère, mais il est également en ligne sur le site de EMO Expo, c'est ça? Il a été mis à disposition, ou il va être mis à disposition. Voilà, donc on a déjà un certain nombre d'agglomérations qui ont adopté ce dispositif qui permet à une personne seule, parce qu'au départ c'était pour les femmes, mais on s'aperçoit que ce qui est bon pour les femmes, c'est bon pour les autres. Il faut observer ça. Qui a été mis en place dans un certain nombre de collectivités et sur une soixantaine de lignes en Île-de-France, qui permet donc que le conducteur s'arrête entre deux arrêts quand une femme ne se sent pas en sécurité, ou une personne seule, ça peut être un homme, qu'il soit vieux ou jeune d'ailleurs, qui ne se sent pas rassuré le soir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation. C'est pas extrêmement compliqué et ça marche. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a développé, comme ça se fait effectivement aussi de l'autre côté chez nos cousins québécois, mais dans d'autres endroits également au titre de la politique de la ville, ce qu'on appelle les marches exploratoires. Et donc là aussi, on a mis en ligne un guide qu'on a élaboré en associant toujours les partenaires, qui permet d'avoir un outil dédié avec un carnet d'enquête. Donc une marche exploratoire, ça consiste à prendre un petit groupe
d'usagers et d'identifier les lieux qui posent problème et de proposer des solutions. Bien, pour éviter ce sentiment d'insécurité qui est ressenti par les utilisateurs. Donc ça, c'est disponible et ça, c'est issu des travaux qu'on a fait en faisant cette étude. On est en train de travailler, et ça sera disponible au premier semestre 2021, sur ce que Christophe évoquait tout à l'heure, un guide méthodologique pour développer la prévention situationnelle. Donc pareil, on a écouté une vingtaine de réseaux français et regardé ce qui se faisait à l'étranger et on va produire donc un guide avec des fiches techniques et puis l'identification des grands principes qu'il faut mettre en place. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je retiens de vos échanges passionnants qu'on aurait quasiment pu avoir une conférence sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je donne la parole juste 30 secondes à M. Ponce, parce qu'on va devoir clôturer. Vous vouliez intervenir, Henri Ponce. Merci beaucoup. D'abord, très satisfait qu'on puisse se pencher sur d'autres réseaux que nos réseaux nationaux. Je pense que l'on peut tirer des expériences d'autres réseaux dans le monde. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, Mme Gali, si vous me permettez. Moi, juste vous dire que sur Marseille, nous sommes en train d'essayer la descente à la demande sur quelques lignes très précises. On est en train de faire une expérimentation là-dessus via la RTM. Mais je voulais juste vous dire quand même autre chose. Moi, j'ai eu malheureusement un des prestataires, c'est la RDT 13, hein, je suis bien placé pour en parler. Nous avons des systèmes de vidéosurveillance dans nos cars. Et malheureusement, l'année dernière, j'ai pu regarder via un enregistrement vidéo une agression en règle d'une femme dans un car, un car 2 étages. Et c'était d'une violence inouïe. Et moi, je pense que l'on doit, et là je m'adresse à Mme Gali, je ne connais pas les méthodes que l'on peut mettre en place. Il me semble qu'il faut accompagner les victimes quand ces victimes-là, on a des films vidéo sur eux pour leur permettre de déposer plainte en toute sécurité. Et ce que j'ai constaté sur l'incident que l'on a rencontré à l'entrée de l'autoroute nord de Marseille, je ne sais pas si vous connaissez Marseille, mais j'imagine que vous connaissez, et ces deux idiots, parce qu'il n'y a pas d'autre mot et je suis gentil, ont agressé cette fille au premier étage, du double étage. Ils sont partis par la porte en cassant la portière, en mettant un coup de marteau dans la tête du conducteur et en cassant la porte, la vitre, pour pouvoir partir en plein trafic à 14h de l'après-midi. Et cette fille, je sais qu'elle a été agressée, violentée. Personne n'a bougé dans le car, sauf une personne. Une seule personne n'a bougé. Je ne peux pas leur reprocher, c'est deux fous furieux. Pardonnez-moi, j'ai terminé. Et on a eu énormément de mal à demander à la personne qui a été agressée parce qu'elle avait peur des conséquences de son dépôt de plainte. Donc, je ne sais pas quel système juridique on peut trouver ou quel système de protection, mais il me semble qu'on doit encourager les victimes d'agression, quand ce sont des femmes, puisqu'on parle de problématiques liées aux femmes, mais comme vous dites, quand ça va vers les femmes, ça peut aller ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment trouver un système pour que les gens qui déposent plainte se sentent en sécurité. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci de m'avoir donné la parole. Ça me confirme effectivement, M. Ponce, que ça mériterait d'y consacrer une conférence à part entière. Je vais être obligé d'interrompre parce qu'il faut qu'on conclue. Donc, je prends votre dernière question comme un encouragement à la prochaine fois à aborder cette question des témoignages des victimes, des moyens d'étayer leur plainte. Isabelle Gali, juste peut-être 20 secondes. Moi, je voudrais répondre. Oui, une seconde pour dire que effectivement, je pense que c'est extrêmement important que les autorités organisatrices, les opérateurs disent il faut que les personnels encouragent les personnes qui sont victimes à déposer plainte. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On en a besoin. Tout le monde en a besoin. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je vous remercie aussi tous les trois. Il y a plein de questions qu'on ne va pas pouvoir traiter. Comment garantir la sécurité des conducteurs qui sont souvent bien esselés sur leur réseau? Ça aurait été pour Christophe Merlin. Le travail d'identifier les causes sociétales ou sociales dont les violences sont une conséquence. Le travail avec les autorités pour réduire ces causes, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Je pense que les organisateurs de l'UTP et du GART auront à cœur la prochaine fois de poursuivre ces débats lors de peut-être des RNTP à Toulouse à l'automne prochain. En tout cas, merci à tous les trois. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis j'en profite que c'est la dernière conférence pour remercier tous ceux qui ont veillé à ce que ces débats se passent au mieux techniquement, toute l'équipe de Mexpo 2020
Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt et pourquoi pas à Toulouse pour poursuivre ce débat. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fête. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.